Eh bien, bonjour. Voilà, nous sommes de nouveau là pour un nouveau webinaire avec cette fois-ci Anne Philibert et Lynn Beauchesne. C'est un séminaire transatlantique puisque Lynn, vous êtes au Québec et Anne, vous êtes à San Francisco. Bienvenue. Je vous présente dans un instant. Juste le temps de dire, de répéter encore que ce webinaire s'inscrit dans une série qui est destinée, une série avec des webinaires, mais aussi des articles, des interviews, des débats, etc. Tout ça étant destiné à remplacer le colloque qui était organisé par la liaison antiprohibitionniste et qui a été annulé pour cause de crise sanitaire. Et donc, le thème est le même, c'est les modèles à suivre, c'est le titre du site où se retrouvent tous ces webinaires. Ce sont les modèles à suivre pour d'autres politiques en matière de drogue. Aujourd'hui, on va spécifiquement parler de modèles de légalisation du cannabis et on va un petit peu comparer les modèles qui existent déjà et certains aussi qui sont imminents. Alors, Lynn Beauchesne, bonjour, vous êtes docteur en sciences politiques, spécialisée en philosophie du droit et de l'État, et vous êtes professeur au département de criminologie de l'Université d'Ottawa. Alors, on ne vous présente plus parce que vous êtes auteur de nombreux mémoires, articles, livres, etc. sur ces questions-là. Vous êtes aussi membre fondatrice au Canada de la Canadian Foundation for Drug Policy et vous participez à plusieurs groupes de recherche internationaux sur les questions des drogues et notamment à l'International Society for the Study of Drug Policy. Et vous venez aussi de publier un livre qui s'appelle tout simplement La légalisation du cannabis au Canada. Donc, je pense qu'on ne pouvait pas mieux tomber pour parler de ce sujet. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Et puis, Anne Philibert, vous êtes fraîchement émoulue docteur de l'Institut de recherche sociologique de l'Université de Genève. Vous avez réalisé votre thèse sur les modèles de régulation du cannabis aux États-Unis et en Uruguay et aux Pays-Bas, donc une comparaison, exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, vous avez publié aussi en 2019 avec Frank Zobel un livre qui s'appelle Revue internationale des modèles de régulation du cannabis. Voilà, merci d'être avec nous. Merci. Voilà, avant de passer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on situe un petit peu le contexte. C'était d'ailleurs aussi un petit peu le but du colloque. Déjà, quelle est la distinction entre une véritable légalisation du cannabis ou de toute autre substance et la décriminalisation ou aussi d'autres variantes, une politique de tolérance comme on connaît aux Pays-Bas par exemple? Est-ce que très rapidement, on pourrait situer pour celles et ceux qui ne s'y retrouvent pas encore forcément, quelles sont les différentes possibilités en la matière? Ces mots-là ont un peu des sens différents dépendant des pays, mais je peux parler pour le Canada en tout cas. La décriminalisation signifie qu'on enlève un acte du code criminel, mais la légalisation signifie qu'on va en régulariser le marché. On va mettre une réglementation. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours été contre la décriminalisation du cannabis, parce que ça aurait signifié que c'est encore le marché illégal qui approvisionne les usagers, même si on ne les criminalise plus. Tandis que légaliser veut dire réglementer le marché, la production, l'âge de l'achat, etc. Et si je peux continuer sur les Pays-Bas, du coup, ce qu'on voit sur une politique de tolérance, c'est qu'à cause d'une décriminalisation, donc on a évidemment donc, tout le cannabis qui est produit dans les marchés illégaux et qu'on n'a pas non plus d'un contrôle de l'État et qu'on n'a pas de contrôle des produits qui est organisé comme sous un régime de régulation du cannabis légal. Et donc, si je vous comprends bien, décriminaliser, c'est beaucoup plus simple, en quelque sorte, que de légaliser qui exige la mise en place de tout un système. Ben, on n'a jamais parlé de décriminaliser l'ensemble des actes. Lorsque ce débat est venu sur la table, et nous, en ce moment, il est sur la table pour l'ensemble des drogues, c'est de décriminaliser la possession simple, c'est-à-dire sans but d'en faire le trafic, pour éviter de criminaliser des usagers. Lorsqu'on parle de décriminalisation, c'est essentiellement dans cet esprit-là des intervenants en santé veulent qu'on cesse de criminaliser les usagers, mais il n'a jamais été question de décriminaliser le trafic. C'était la possession simple. Mais légaliser, effectivement, je trouvais que ça n'avait pas de sens en matière de cannabis, étant donné le nombre de consommateurs, étant donné les différents modes de consommation, d'aller vers une décriminalisation quand finalement on pouvait commencer justement
à légaliser les drogues en commençant par une qu'on connaît davantage et de s'occuper de toutes les étapes du marché. Alors, on va spécifiquement donc, se concentrer aujourd'hui sur le cannabis. Il y a quelque chose qui m'interpelle quand même. On a vécu sous un régime de prohibition pendant quand même fort longtemps. Alors, qu'est-ce qui fait qu'après des décennies de prohibition, on assiste petit à petit, on le voit, hein, il y a plein de dominos qui tombent comme ça dans le monde. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de pays qui ont légalisé, mais il y a quand même toute une remise en question. Ça vient d'où? Pourquoi maintenant? Je pense que, alors déjà, c'est une question à 1000 $, mais ceci dit, je pense qu'il y a, enfin, on va dire depuis les années 70, je pense qu'il y a des groupes, des mobilisations, qu'elles soient de la société civile ou des partis politiques, qui ont commencé à voir dans la réforme de la politique drogue un instrument en fait de négociation un petit peu de ce que veut dire faire de la politique et contrôler un marché. Je pense que là, du coup, on a commencé à voir, notamment en tout cas aux États-Unis, une appropriation de cette question-là par des milieux libertariens qui avaient envie de pousser l'idée de libre marché, d'autonomie des marchés, de retrait de l'État dans le contrôle des marchés, et qui a commencé à voir un petit peu cet objet un peu comme un objet un peu frontière, hein, de pousser dans cette direction-là, et qu'en réaction, d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec... en tout cas ce qui s'est passé avec l'Uruguay, des réactions de prise de cet objet dans un sens complètement opposé, de voir comment on peut réinstituer le rôle de l'État dans le contrôle d'un marché contesté. Et il faut dire également que dans les années 70, si l'opportunité politique, si on veut, qu'il y a eu, c'est vraiment les mouvements qui faisaient valoir les valeurs thérapeutiques du cannabis, particulièrement pour les personnes qui étaient atteintes, qui étaient séropositives, mais également le cancer, et que souvent, ça a été la porte d'entrée, c'est-à-dire par des procès, des causes devant les tribunaux qui ont été très médiatisées. Ça a été la porte d'entrée pour remettre vraiment de l'avant le débat sur le cannabis. Et ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que on n'a pas, tout en gardant le marché en vente libre illégal, on a dit, bon, ben, c'est correct, certains États, les uns après les autres, ont autorisé l'usage thérapeutique du cannabis, mais sans contrôle, sans réglementation vraiment, sans encadrement, ce qui fait que ça a pu se développer de façon assez floue entre qu'est-ce qui est pour le thérapeutique, qu'est-ce qui n'est pas pour le thérapeutique, parce que finalement, c'est souvent les propriétaires de boutiques qui servaient les gens, je veux dire, en autant que tu avais un papier médical et ces papiers médicaux-là étaient relativement aisés à obtenir. Donc, à un moment donné, il s'est développé un marché sous couvert thérapeutique, mais qui était bien plus large que ça dans bien des États. Alors, ça aussi a contribué à la naissance d'une industrie dont Anne va étudier. Je t'en suis très contente. Peut-être que tu voudrais ajouter quelque chose? Bon, moi c'était ma prochaine question. Effectivement, on voit dans beaucoup d'endroits que le thérapeutique a pavé la route pour la légalisation, y compris au niveau de l'usage récréatif. Plus récemment, on a vu aussi, en tout cas ici en Europe, je ne sais pas si c'est le cas outre-Atlantique, on a vu dans toute une série de pays, de nouveau comme des dominos, émerger le CBD. Tout à coup, le CBD était là. Et j'ai l'impression aussi que d'une certaine façon, ça a ouvert la voie, peut-être pas de la même façon que le cannabis thérapeutique, mais quel a été le rôle de l'émergence du CBD dans l'arrivée des légalisations diverses? Alors, moi, dans les 3 pays que j'ai étudiés, aucun. Parce que on a commencé par. En fait, il n'y a que les États-Unis, hein, au final, qui ont commencé par le cannabis à usage médical, contrairement aux Pays-Bas et à l'Uruguay, qui est passé directement vers du cannabis récréatif. Et à ce moment-là, donc le CBD n'avait aucun rôle dans la légalisation. Par contre, c'est vrai que ce qu'on peut voir
les pays européens, je pense que c'est peut-être un petit peu peut-être les mêmes dynamiques qui peuvent s'observer dans un contexte où le cannabis médical a été passé avant le récréatif, c'est-à-dire un peu au niveau symbolique déjà de commencer à normaliser un usage, mais aussi également, je pense, à commencer à agréger une industrie qui va commencer à se former sur d'abord un produit CBD et qui va pouvoir un petit peu commencer à avoir peut-être plus de poids au niveau législatif, au niveau des négociations. Donc, je pense que c'est un petit peu ce genre de dynamique qui peuvent impacter sur les législations à venir dans les pays européens. Et l'industrie est très, très, très active dans les pays européens. Parce que, bon, par exemple, les grandes industries canadiennes sont déjà installées avec des serres au Danemark et en Grèce pour commencer à fournir le marché. C'est une industrie qu'il faut comprendre aujourd'hui qui est internationale et qui ne vise qu'avec tous les moyens que ça implique et qui ne vise qu'à accroître son marché. Et ça joue un rôle dans l'espèce de jeu de domino en ce moment en Europe où les pays, les uns après les autres, ouvrent la porte, soit juste aux autorisations médicales ou soit juste ou plus large que ça. Là, mais l'industrie est un lobby de plus en plus puissant derrière les gouvernements et les États pour changer la situation du cannabis. Oui, donc les industriels sont prêts, quoi. Ben, elles sont nées au départ, elles sont nées de façon assez liée à la situation que je parlais tout à l'heure aux États-Unis, sans trop d'encadrement, ce qui fait qu'elles ont pu tester des choses, elles ont pu élargir leur marché, elles ont pu... et sauf que lorsqu'elles sont arrivées au Canada, est arrivé un phénomène assez intéressant, c'est que Santé Canada n'était pas très ouvert à l'idée de l'industrie du cannabis qui vient de s'installer au Canada. C'était Santé Canada qui était responsable de fournir le cannabis avec des autorisations médicales pour certains patients. Mais il y a eu procès après procès parce que Santé Canada mettait tellement de barrières et de restrictions et de preuves à fournir pour avoir accès à ce fameux cannabis que sous un gouvernement conservateur au Canada, pas le gouvernement libéral actuel, sous un gouvernement conservateur. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un travail de l'industrie, parce que ce n'est pas parce que ce gouvernement-là était ouvert à la question que ça faisait partie de ces dossiers. Annonce tout d'un coup, ça ne sera plus Santé Canada qui va s'occuper de ça. L'industrie va mettre fin à toutes les tergiversations qu'il y a avec l'usage des autorisations pour usage thérapeutique. Et c'est là que je me suis dit, wow, l'industrie commence vraiment à être plus structurée. Sauf qu'il est arrivé un phénomène intéressant, c'est comme Santé Canada était très réticente à l'arrivée de cette industrie, sa première réaction était de dire cette industrie-là doit répondre à tous les critères nécessaires pour que les patients soient en sécurité, etc. Donc, dès le départ, le jour 1 de l'industrie du cannabis au Canada, contrairement aux États-Unis, il y avait des contrôles sur l'étiquetage, la traçabilité, des échantillons étaient prélevés régulièrement, des produits étaient rappelés s'ils n'étaient pas conformes aux normes, ce qui fait qu'il y a uniquement des groupes très fortunés qui ont pu rentrer dans ce marché-là pour répondre à toutes les normes mises en place par Santé Canada, ce qui a fait en sorte de solidifier l'industrie. Et pour revenir à la question sur le CBD, entre autres, ces industries-là qui ont commencé à se compétitionner entre elles ont leur laboratoire de recherche. Et le gouvernement, quand le gouvernement libéral est arrivé, il y a maintenant des fonds pour la recherche. Alors, ça a contribué à élargir. Ils sont allés chercher, en tout cas, je parle pour le Canada, l'industrie sont allés chercher à peu près tous les chercheurs dans les universités qui travaillaient sur la question, mais d'une façon qu'est-ce que ça peut faire sur la douleur, qu'est-ce que ça peut faire sur tel problème médical. Et donc, réellement, dans l'esprit de faire un marché qui, et se disait, si on peut ouvrir l'Europe,
mais qu'on peut montrer qu'on a déjà des produits sécuritaires, étiquetés, etc., ben, on n'aura pas le problème de saturer le Canada, parce que comme vous savez, on n'est pas très nombreux au Canada, même si on est grand. Et donc, le marché en vente libre va être vite saturé. Ce n'est pas ça qui est leur marché. Leur marché est comme utiliser toute la plante, d'une part, pas juste une partie, et ensuite expédier en d'autres pays qui donnent des autorisations médicales pour le cannabis. On reviendra effectivement tout à l'heure sur le Canada. On va peut-être plutôt procéder par ordre chronologique. Cela dit, on trouve pas mal d'infos contradictoires sur le net et si j'ai bien compris, mais arrêtez-moi si ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a que 2 pays au monde qui ont vraiment légalisé le cannabis, à savoir l'Uruguay et le Canada. C'est le cas aussi de certains États aux États-Unis, mais est-ce que c'est exact? En tant que pays, donc. Ton micro. Oui, Anne, on ne vous entend pas. Oui, donc au niveau national, donc Okay. Uruguay et Canada, à venir probablement donc le Mexique bientôt, l'Allemagne, Allemagne, tout à fait. Luxembourg, donc voilà. Et donc en tant que pays, c'est l'Uruguay qui a ouvert la marche. Alors pourquoi l'Uruguay? Moi, il y a peu de choses que je sais de l'Uruguay, à part le fait qu'ils ont effectivement légalisé le cannabis. C'est peut-être lié aussi à la personnalité du président de l'époque, José Mujica, qui était relativement, même très progressiste. Mais pourquoi l'Uruguay? C'est un peu étonnant, quelque part. Alors, c'est un peu une convergence de facteurs. Alors, d'un côté, il y a dans la sphère des experts dans l'action sociale une pratique un peu de réduction des risques et de réflexion sur d'autres manières d'intervenir en termes de politique de drogue. Donc, avec la réduction des risques dans les années 90 à peu près. Donc là, il y a déjà un petit peu un mouvement qui se fait en parallèle à celui de l'Europe, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas réellement de connexion directement. Il va y en avoir après, mais c'est vraiment dans un îlot clos un peu qui commence à pratiquer la réduction des risques sans même la conceptualiser. Donc il y a déjà un petit peu ce noyau-là. Ensuite, à partir de 2005, donc là, ça va être un vrai changement qui va être un peu le moteur, je pense, du changement, c'est l'accès au pouvoir de la gauche pour la première fois de son histoire. Donc, dans le pays, il n'y a jamais eu un gouvernement de gauche, c'était droite ou centre-droit depuis le début. Donc ça va être un vrai moteur. Et donc aussi une tradition de mobilisation dans la sphère la jeunesse de gauche, les universitaires, qui ont aussi, à partir du moment où la gauche est arrivée au pouvoir et qui s'était beaucoup mobilisée, en tout cas pour soutenir cette candidature, ils se retrouvent un petit peu sans action de mobilisation après l'accès au pouvoir, et donc voient un petit peu dans cet agenda un peu progressiste de se mobiliser en faveur de la légalisation du cannabis, de se mobiliser en faveur de l'avortement, du mariage homosexuel, l'opportunité de proposer un peu une voie, on va dire, parallèle à cette gauche plus traditionnelle qui est arrivée au pouvoir, et proposer quelque chose de plus social. Et donc, à partir du moment où la gauche arrive au pouvoir, il va y avoir un peu comment dire, un programme de refondation de l'État social, où l'État doit intervenir vraiment plus au centre dans l'organisation de la vie sociale, et qui va voir dans la légalisation du cannabis une manière un petit peu de reconceptualiser son rôle, avec notamment par exemple une conceptualisation de la responsabilité partagée. Donc en fait, par exemple, en matière de politique drogue, la politique drogue doit être envisagée comme étant la responsabilité donc de l'État évidemment, mais de la communauté, des entreprises, des villes. Bref, c'est vraiment une tentative d'un petit peu de revoir comment on peut penser ce contrôle social, et de pas le laisser donc aux mains du marché noir, qui est vraiment envisagé comme étant finalement l'ennemi évidemment, mais encore plus vraiment de laisser au réseau criminel cette logique marchande qui va vraiment profiter et qui va avoir des impacts sur
sur la vie des individus, de la société en général. Et donc voilà, c'est un peu cette convergence qui va être chapeautée un petit peu par on va dire, des élites du gouvernement, mais qui vont rejoindre un peu cette partie d'experts, de jeunesse qui va permettre de diffuser un petit peu dans l'espace public ce programme de légalisation, et puis de responsables politiques qui ont aussi envie de proposer quelque chose de nouveau un petit peu. Alors, j'ai l'impression que c'est un système qui s'est mis en place de manière assez graduelle. Donc, on va peut-être citer quelques dates. Donc, c'est fin 2013 que vraiment le changement législatif est intervenu. Mais il me semble qu'avant ça, l'autoculture était déjà autorisée. Puis, il y a eu des autorisations de culture qui sont intervenues plus tard avec des licences de production seulement en 2015, il me semble. Et puis, la vente en pharmacie a commencé seulement en 2017. Est-ce que c'est exact, ce système qui s'installe comme ça en cascade ou, Alors, l'autoculture n'était pas autorisée avant D'accord. 2013. Okay. Non, ça a été le point de départ de ça a la commencé mobilisation. par là, alors. Oui. La mobilisation des jeunes, en tout cas, c'est avant tout mobiliser pour passer vers pour aller avoir droit à l'autoculture. Mais ce qu'il y avait en fait, c'est peut-être la confusion, ça vient de 1974, où il y avait une loi qui a été passée où la possession n'était plus criminalisée. Mais bon, en fait, au final, c'était plus on va dire un accident de l'histoire que d'une volonté vraiment d'avoir une position un peu plus ouverte sur la question des drogues, puisqu'on était en pleine dictature. Donc, ça n'a pas été vraiment une volonté directe d'avoir une position ouverte. Mais ensuite, au niveau des dates, en fait, l'implémentation, elle a été longue pour des raisons, on va dire, organisationnelles. En fait, tout a été, parce que, à mon avis, tout a été aussi organisé, chapeauté par l'État. Ça a été une longueur beaucoup plus bureaucratique, trouver les producteurs, les pharmacies qui refusaient, qui n'étaient pas forcément très ouvertes au fait d'organiser la distribution. Le fait qu'il y ait eu un changement de président quand Murica est arrivé à la fin de son mandat, il y a eu un nouveau président, Tabaré Vázquez, qui était lui-même médecin et qui n'était pas forcément très ouvert à cette nouvelle loi, donc qui allait aussi un petit peu de manière très prudente, parce qu'il n'était pas pour. Donc et puis dans un contexte aussi quand même où l'Uruguay, qui est un tout petit pays du monde, était regardé par tous les pays du monde, tout d'un coup, avec la légalisation. Il y avait les yeux rivés sur ce pays. Donc je pense qu'il y avait une volonté d'y aller aussi très très prudemment afin de ne pas forcément de pas risquer d'aller trop vite un petit peu dans le processus. Ok, et donc est-ce que, bon, j'imagine que ça pourrait prendre longtemps de décrire entièrement le système uruguayen, mais quels en sont les grands principes? C'est un système assez étatique, non? C'est ça, en fait. Je pense que c'est vraiment bon. C'est ce qui définit le mieux ce système. Alors, donc, il y a 3 voies d'accès. Il y a une voie d'accès par les pharmacies, la vente en pharmacie. Donc là, c'est des produits qui sont très réglementés, qui ont commencé à 2% de THC. Donc, on est quasiment sur des niveaux finalement de ce qui est en vente avec le CBD, bref. Donc, une consommation de 40 grammes par mois qui est autorisée, quels que soient les autres modes. Donc, les autres modes, c'est aussi le cannabis club et l'autoculture. Et tout ça est organisé par l'agence qui va réglementer le contrôle et la gestion de cette production, c'est l'IRCA. Et donc là, chaque consommateur doit se déclarer auprès de l'IRCA, même si c'est pour de l'autoculture. Donc ça, c'est vrai que ça mène à des situations qui sont un petit peu pas très évidentes à gérer, en tout cas, parce qu'évidemment, quand on fait de l'autoculture, on n'a pas forcément envie d'aller se déclarer comme étant un usager auprès d'une agence de l'État.
Et ensuite, je pense qu'un des principes vraiment fondamentaux de ce modèle, c'est le fait que ce soit non marchand, en fait, que la logique marchande n'a pas du tout été poursuivie, avec notamment le fait qu'ils aient fixé le prix à un certain prix qui devait s'aligner sur le prix du marché noir, qui était lui-même basé sur le prix du cannabis le moins cher disponible dans la rue. Et que on peut le citer, l'État… le prix, non? Il est de 1 euro, moins de 2 euros, non, le gramme? 1,40 $, Oui, 1,40 $. voilà. Oui. Donc, c'est vraiment très bon marché. Ouais. Euh, et, euh, et donc, en fait, les industries qui étaient choisies pour produire le cannabis, ça fait finalement une marge de bénéfices qui était très petite. Hein. Et en fait, donc, il y a quasiment pas de profits qui sont possibles à réaliser, en tout cas dans le cadre récréatif. Pareil pour les cannabis clubs qui étaient limités à 45 membres. Donc, bon, c'est pareil. Hein, alors là, les adhésions les prix sont fixés, sont fixés par les cannabis clubs en fonction des plantes qui choisissent de cultiver. Et là, pour le coup, il n'y a pas l'État n'a pas son mot à dire. Mais avec une limite à 45 membres, du coup, le caractère profitable est très vite limité. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment cette dimension-là, je pense, qui caractérise le mieux le modèle marchand, le modèle uruguayen, sachant que le caractère marchand se trouve plus, du coup, dans le cannabis à usage médical. C'est là que ça s'est répercuté. Mais en tout cas, dans le domaine récréatif, ça reste très limité. D'accord. Comment se passe la culture de ce qui est vendu en pharmacie? C'est des licences à des privés ou bien c'est l'État lui-même qui prend la L'État qui a culture en main? choisi, en fait, qui a fait des appels d'offres Mhm. pour les entreprises qui souhaitaient se lancer dans cette production, et c'est l'État qui a sélectionné les entreprises. D'accord. Et il me semble que les pharmaciens n'étaient pas très chauds pour faire distributeur. Non, ils ont eu beaucoup de mal à en trouver, et du coup, c'était même limite problématique au niveau du territoire uruguayen parce que les principales pharmacies qui acceptaient de se lancer dans la distribution étaient plutôt situées dans la région de Montevideo et pas dans les régions plus éloignées. Mais il y en avait, je pense, à l'origine, c'était une quinzaine à peu près au total sur le pays, donc c'est vraiment pas C'est beaucoup. peu, Donc, ouais. avec des ruptures dans l'approvisionnement qui étaient assez importantes. Donc, ça a été très compliqué à démarrer comme modèle. Mhm. Et alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut en tirer un premier bilan sur plein de paramètres, hein, par exemple l'évolution de la consommation ou bien justement le fonctionnement huilé en fait, du système? Comment ça se passe? Alors, sur le niveau de consommation, je n'aurais pas les chiffres. Je ne sais pas si Lynn dispose de ces chiffres-là, mais je n'ai pas les chiffres. Ensuite, les enquêtes réalisées c'est un peu distillées Ouais. un petit goutte. Et ensuite, au niveau du modèle, je pense que maintenant, aujourd'hui, il fonctionne plus régulièrement, on va dire, mais avec le problème du marché noir aussi, quand même, qui continue d'exister avec les cannabis clubs, je pense, ça reste encore un petit peu problématique, mais voilà. Mais comment est-ce qu'on explique la persistance du marché noir avec un prix aussi faible? Est-ce Parce que, que... en fait, le problème de la vente en pharmacie, qui est vraiment du modèle uruguayen, c'est aussi c'est l'anti-consumérisme, on va dire. C'est les produits qui sont vendus en pharmacie sont pas du tout destinés à des consommateurs amateurs de cannabis, quoi. D'accord. Il y a le choix entre 2 à 4 variétés. Il y a des limites en THC qui sont très réduites. On a dépassé les 2% quand même? Oui. Oui, Maintenant, ça doit être 7%. d'accord. J'ai plus le chiffre en tête. Alors Euh, qu'à titre de comparaison, ce qu'on consomme ailleurs dans le monde, c'est plutôt vers quel
Aux États-Unis, il n'y a pas de limite. Ensuite, je pense que c'est la moyenne, ça doit être dans les 15%. Je D'accord, sais oui. pas quelle Donc ça est. reste faible, bien sûr. Oui, c'est très faible, oui. Donc oui, je pense que le fait que le choix soit excessivement réduit en pharmacie, ça a été très problématique. Ensuite, avec justement le fait que donc, soit il y avait la pharmacie avec un choix très réduit de produits disponibles, soit c'était les cannabis clubs, mais qui souffraient, eux, justement de pouvoir s'agrandir et trouver trouver de la place, trouver un endroit où on pouvait être membre d'un cannabis club n'est pas forcément évident. Donc, en fait, ça mène à un système qui est quand même relativement assez rigide, en fait, parce qu'en plus, ce que je n'ai pas cité, c'est qu'on peut être soit consommateur dans une pharmacie, soit dans un cannabis club, soit en octoculture. On ne peut pas être les trois ou deux. Donc ça c'est pareil, ça reste très rigide en fait. Donc ça amène évidemment à d'autres manières de gérer l'approvisionnement, enfin la distribution. Alors pour conclure sur l'Uruguay, est-ce que l'introduction du cannabis légal s'est accompagnée d'une politique de prévention ou de réduction des risques, enfin une politique qui se souciait réellement de la santé en parallèle, ou bien on a juste mis en place le système de cannabis légal? Non, ils ont, enfin, même si la dimension de santé publique a été plus présente en fait dans les débats, on va dire, dans les débats à partir du moment où la légalisation du cannabis était débattue au niveau public, plutôt que vraiment dans les moteurs profonds du changement. Mais la santé publique est devenue quand même, un centre, un point d'intérêt avec des programmes de prévention qui sont finalement assez classiques, hein, mais ça reste il y a quand même il y a quand même des choses qui sont faites par rapport au cannabis sans avoir réellement une structure très profonde, on va dire, là-dessus, hein, mais c'est des programmes de prévention, quoi. Ok, pas très formalisé, mais existant, quoi. D'accord. Passons aux États-Unis, puisqu'en fait, on était chronologique, mais les premiers États aux États-Unis qui ont légalisé, même pour l'usage récréatif, c'était encore avant le Colorado, me semble-t-il. Avant l'Uruguay, c'est le Colorado. Et donc, c'est un peu étrange dans le sens où le pays, au niveau fédéral, reste prohibitionniste, clairement. C'est quand même aussi le pays qui a un peu dicté au monde entier ces lois prohibitionnistes, notamment en matière de cannabis, dès les années 30, il me semble. Alors, comment ça se fait que c'est là que, on dira qu'ils ont toujours une longueur d'avance, mais c'est un peu contradictoire. Comment ça se fait que c'est ce pays-là qui, finalement, a quand même lancé, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, hein, par rapport au cannabis thérapeutique, mais ça reste étonnant quelque part, non? Oui, mais ce n'est pas le pays, justement. Oui, Ce voilà. sont certains États. Et comme je l'ai dit, par le biais de l'industrie qui était très peu régulée, parce que les États faisaient comme OK, c'est permis, mais les villes, est-ce que je dois contrôler ceci? Est-ce que je dois contrôler? Je veux dire, c'était absolument disparate comme réglementation et comme suivi de réglementation. Ce qui fait qu'il s'est implanté sous couvert thérapeutique plus large que ça. Et donc, finalement, il y avait, comme c'est une industrie qui s'est formée, il a commencé à avoir une diversité de produits, mais c'était beaucoup plus difficile pour eux, étant donné que des laboratoires fédéraux ne voulaient pas vérifier les produits parce qu'ils recevaient des subventions fédérales et allaient perdre de la subvention fédérale parce que c'était illégal au fédéral. C'était pas mal plus compliqué aussi pour réguler. Et d'ailleurs, l'industrie en ce moment, aux États-Unis, un de ses dossiers prioritaires, c'est vraiment d'avoir un seul système pour tous les États-Unis. Parce que là, chaque État a développé ses réglementations. Parce que quand ils ont
accepter un marché en vente libre de cannabis en dehors des autorisations médicales. Chaque État fait ses réglementations. Mais pour l'industrie, pour l'étiquetage, pour la distribution, tu n'as pas le droit d'aller d'un État à un autre, tu ne peux pas t'organiser. Et je dirais, vraiment, il y a un lobby important installé à Washington pour essayer on peut-tu mettre fin à ça et se développer pour le commerce avec. inter-État, ouais. Alors oui, on imagine effectivement que ça doit être un peu un patchwork de réglementation. J'imagine que certaines de ces différences portent sur des détails. Est-ce qu'on peut quand même tirer une espèce de globalité? Quels sont les points communs entre, enfin peut-être pas tous les États, mais quelle est la tendance générale? Comment se présente le système aux États-Unis, notamment par rapport à ce qu'on vient de voir, celui de l'Uruguay? Quelles sont les différences? Quelles sont les caractéristiques fortes du modèle américain? Ou est-ce qu'il n'y a pas un modèle américain? Est-ce qu'il y a toute une série de modèles étatiques? En fait, en gros, c'est vraiment un modèle qui est relativement similaire de partout, avec des nuances sur comment avoir une licence, alors quels critères, et puis comment on va, quels vont être des petits détails sur le processus pour intégrer la vente, la production, être consommateur. Mais ça reste un modèle très marchand, évidemment, avec des cannabis stores qui sont le lieu où va s'organiser donc la distribution. Ensuite, au niveau de la consommation, ça c'est de partout pareil, à partir de 21 ans. Et puis au niveau, voilà, au niveau des conditions pour accéder au marché. Alors, je pense que c'est là qu'on va trouver, par exemple, des nuances dans les ambitions des États, et puis par rapport aussi au moment où ils sont intervenus dans cette histoire de légalisation. C'est-à-dire qu'au tout début, on va avoir peut-être excusez-moi, voilà, des législations qui sont peut-être un petit peu plus conservatrices, on va dire, et qu'à partir de 2016, les États, les activistes se rendent compte que finalement, cette industrie, elle est très blanche, elle est très masculine, elle est très... et donc là, il va falloir qu'on revoie un petit peu la copie. Et donc, dans les nouvelles législations depuis 2016, on voit beaucoup plus de mesures d'équité, afin d'arriver un petit peu à changer cette industrie qui a été aussi, à mon avis, je pense, un petit peu marquée par le projet de légalisation en Ohio, qui était un peu un rassemblement de 10, je crois, 10 millionnaires qui avaient comme projet de faire un peu une oligarchie de la production de cannabis en Ohio, qui allait donc vraiment, et je pense que ça a un peu marqué les esprits. Mais bon, bref, je pense que le fait que justement cette industrie, le visage de cette industrie est complètement en déconnexion avec le discours qu'il y a eu dans les milieux activistes contre l'incarcération, etc. Et finalement, on se rend compte que ces personnes qui étaient les plus affectées sont aussi les plus éloignées de ce nouveau marché. Donc voilà, je pense que c'est vraiment là que se fait un petit peu la distinction entre les États en fonction de leur ambition à avoir plus d'impact un petit peu sur le développement de cette industrie nouvelle. Et donc, ce revirement dont vous parlez en 2016, justement vers plus d'inclusion, est-ce que ça a été plutôt cosmétique ou vraiment on s'aperçoit qu'il y a un réel souci d'inclusion? C'est vrai que ça intervient dans un pays où il y a une incarcération massive, de préférence de minorités. Est-ce qu'on en arrive à rayer des casiers judiciaires pour des choses qui ne sont plus, ou à libérer des gens de prison pour des délits qui ne sont plus des délits, ou bien c'est vraiment quand même plus des points de détail? Oui, ça fait partie des projets, justement, des commissions qui ont mis en place donc, les nouvelles réglementations. Je sais que récemment, dans le débat sur la légalisation au niveau fédéral, justement, alors je ne sais plus sur quel projet, mais il était question justement d'effacer tous les casiers judiciaires. La Californie est celui Voilà. qui est le plus avancé là-dessus. Parce que dès le départ, quand ils ont fait leur loi sur la légalisation, il y avait, entre autres, des priorités
pour obtenir des licences pour vendre aux groupes minoritaires. Il y avait également, là, Anne, tu me corriges si je me trompe, je pense que c'est le seul État où les gens n'ont pas à courir pour effacer leurs dossiers, qui ont commencé à effacer les dossiers en disant les gens n'ont pas à courir pour effacer les... Mais ça vient avant tout des municipalités, plus que des Ouais. États. En fait, hein. Là, au début, donc, il y a eu Auckland, je crois qu'il y a dû avoir Los Angeles. Donc, ça vient vraiment plus des villes qui ont commencé à pousser vers cet agenda d'équité. Mais en même temps, ce qu'on constate, les premières données qu'on a, c'est que ceux qui sont encore arrêtés en matière de cannabis, ça demeure les mêmes groupes qu'auparavant parce que c'est les groupes qui encore sont un peu plus actifs sur le marché illégal. Mais je veux dire, on constate que les arrestations, oui, ça a diminué, mais les arrestations des groupes qui restent ou des membres de groupes qui restent, c'est encore les mêmes groupes qu'auparavant qui étaient criminalisés. Oui, sans surprise, serait-on tenté de dire, malheureusement. Ouais. Anne, vous parliez de discussion par rapport à une légalisation au niveau fédéral. Est-ce que c'est quelque chose qui se prépare? Parce que les États-Unis, c'est quand même un énorme pays super disparate. Et c'est clair qu'il y a certains États, on n'a pas trop l'impression qu'ils sont prêts à y passer demain, quoi. Ben oui et non, en fait, hein, parce que c'est... on a des... Alors, je crois que c'est l'Arkansas qui a légalisé il y a pas très longtemps. On a des... Enfin, en fait, la légalisation, on imagine souvent que c'est un peu le territoire des progressistes, mais c'est quand même aussi beaucoup c'est aussi beaucoup venu dans la sphère des conservateurs, des conservateurs fiscaux, on va dire, en tout cas, qui sont tout à fait ouverts à cette idée de marché libre et qui, en tout cas pour certains aussi, voient dans cette idée que les États ont cette autonomie de gérer leur propre loi, ont un peu, ça correspond à cet agenda un peu très conservateur. Hein, c'est pas l'État fédéral qui doit imposer les lois, c'est au niveau des États. Donc ça correspond à l'agenda aussi conservateur. Et puis, oui, libertarien notamment aussi. Libertarien d'avant. Les libertariens sont depuis longtemps opposés à toute prohibition des drogues. Voilà, tout à fait. Mais les derniers États qui ont légalisé sont républicains. Oui, oui. Pas démocrates. Du coup, on arrive à un moment où, la question de la légalisation au niveau fédéral, c'est une question d'années, mais proche, je pense. Hein. Moi, je mets 20 € d'ici un an. Vous payez en euros au Canada maintenant? Non, mais pour faire un pari avec Anne. D'ici combien? D'ici un an, je parie que c'est sur la table. 2022, ça ne m'étonnerait pas. D'accord. Vous évoquez la question fiscale, justement. C'est clair que pour plein, pas seulement d'Américains, mais aussi ici, certaines sensibilités dont on ne s'attendrait pas à ce qu'elles soient favorables à une légalisation, lorgnent ça d'un œil favorable. On se souvient du Colorado qui a carrément remboursé des taxes après la première année de légalisation à ses citoyens, à ses contribuables. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se vérifier ailleurs que dans un système aussi commercial qu'aux États-Unis? Est-ce qu'en implantant un système moins commercial, on va se retrouver avec aussi une manne fiscale aussi, peut-être pas aussi impressionnante, mais est-ce que la manne fiscale qu'on peut récolter dans un système moins commercial en vaut la peine ou pas? Je pense que c'est intéressant, hein, cet argument des taxes, parce que si on regarde justement par exemple l'Uruguay et les États-Unis, on a vraiment deux modèles mais complètement opposés. L'Uruguay, finalement, les taxes, ça représente quasiment rien, c'est pour payer le fonctionnement du système de contrôle et de la prévention, les choses comme ça. Mais bon, bref, il n'y a pas eu de bénéfice qui a été tiré de la vente de cannabis. Et ce qui m'a marqué dans l'exemple du Colorado, c'est, je me souviens, dans une
une rencontre avant la légalisation, avant l'amendement 64. Il y avait un pro-légalisation qui parlait à des entrepreneurs et qui disait on va rendre l'État dépendant aux taxes. Et je trouve que c'est vraiment intéressant cette manière d'avoir envisagé les taxes comme étant justement un fort argument pour pousser vers la légalisation. Mais donc voilà, je pense que ça dépend vraiment de la culture, en tout cas de la culture par rapport à l'État et à la manière dont on se rend dépendant de ces ventes-là. Mais ensuite, oui, je ne sais pas exactement dans quelle mesure ça va. Chaque pays, je ne sais pas au Canada d'ailleurs comment ça se passe par rapport Je veux dire, on a un peu suivi, parce que dans presque tous les États aux États-Unis, lorsqu'on faisait la campagne pour gagner les référendums, quoique là, il commence à y avoir des États qui légalisent sans référendum, là, mais tout ce, ça a été la taxation. On a attaché la taxation à l'amélioration des écoles, l'amélioration du système de santé, l'amélioration des foyers de personnes âgées, l'amélioration de certains services. Et les tâches, on peut regarder sur les sites du ministère de Revenus des différents États et ils montrent les dépenses, comment les taxations ont servi à améliorer ceci, à améliorer cela. Donc, ça n'a pas été, ça a servi d'argument, au contraire, la taxation a servi d'argument pour dire on aurait plus d'argent pour ces secteurs-là avec le cannabis et l'argent va être attaché à ces secteurs-là. Et au Canada, ça n'a jamais été l'argument de renflouer les coffres de l'État. Ça a été l'argent, effectivement, va servir à la prévention, va servir à ceci, d'attacher l'argent de la taxation à certains secteurs très précis, puis à la recherche. À savoir si ça va durer dans le temps, j'en sais rien. Mais ça a été pratiquement l'argument de tout le monde aux États-Unis, au Canada et dans les provinces. Écoutez, il va y avoir une taxe, mais elle va vous revenir parce qu'elle va servir à tel service. Alors, avant justement de passer au système canadien, j'aimerais quand même savoir, dans un modèle aussi commercial qu'aux États-Unis, où non seulement il y a de la publicité, mais il y a aussi toute une série de produits dérivés. Donc, on ne vend pas que la fleur de cannabis, on vend des chocolats, des gommes, des bonbons, des boissons, etc. Quel impact est-ce que ça a sur la santé publique? Il me semble qu'il y a quand même une recrudescence de l'usage dans certaines catégories d'âge, de l'usage problématique. Il y a aussi eu pas mal d'appels aux urgences parce que des enfants qui trouvent des bonbons ou des gens qui simplement ne savent pas que quand on mange du cannabis, il faut attendre plus longtemps les effets et donc qui commencent à surajouter. Enfin bref, est-ce que c'est vraiment aussi comment dire, dangereux qu'il n'y paraît, cette commercialisation de la vente du cannabis, ou bien finalement, ça va encore? Alors sur la question des bonbons, par exemple, on a pu voir que l'industrie a été capable de s'ajuster très rapidement au Colorado quand il y a eu ces quelques histoires de personnes qui avaient, je me souviens de ces histoires de quelqu'un qui avait consommé, qui était sauté de la chambre de son hôtel après avoir consommé. Voilà. Et ça a fait tout de suite la une de journaux. La légalisation avait ouvert, je pense, c'était quelques mois avant. Hein. Ça a tout de suite fait la une des journaux. Et là, il y a eu un ajustement très rapide de la part de l'industrie qui, en dehors de ça, s'est montrée très résistante sur beaucoup de changements. Mais là, ça a été rapide et qui a compris que ces dosages qui étaient habituellement faits pour des personnes qui avaient un usage médical étaient beaucoup trop forts pour des personnes qui l'utilisaient comme premier usage et qui a compris qu'il fallait ajuster son dosage et donc a rapidement réduit les dosages dans les produits à consommer. Ensuite, au niveau de la consommation en général, je crois que la plus forte augmentation se trouve dans les 30-65 ans, parce qu'au final, c'est devenu
un produit qui est plus disponible et pour des populations qui n'étaient pas forcément tout le temps très proches qui n'avaient pas forcément envie peut-être d'être proches de réseaux marché noir. Donc c'est plutôt dans ces populations-là avec pas forcément des usages problématiques, plutôt des usages un petit peu sociaux de cannabis. Mais je crois que c'est plutôt là que, je ne sais pas si Lynn peut compléter là-dessus, mais oui, puis c'est la même chose. D'ailleurs, on a beaucoup appris des États américains au Canada. On avait envoyé une délégation et d'ailleurs, le Colorado avait dit aux représentants canadiens, faites pas comme nous, donnez-vous un an entre le moment où vous passez la loi pour faire de la prévention, informer sur les produits, parce qu'on a beaucoup appris, eux découvraient au fur et à mesure et corrigeaient le tir. On fait, je ne sais pas combien de réglementations pour corriger le tir, mais tout le monde apprenait des autres. Et c'est pour ça que quand Anne disait tout à l'heure, ça dépend du moment où l'État a légalisé, parce que chacun apprenait de ceux qui avaient légalisé auparavant pour faire sa propre législation. Et effectivement, nous, les données, ce qui montre, c'est que chez les jeunes, ça n'a pas bougé à peu près. C'est vraiment, nous, c'est plus élevé que ça, c'est plus 50 ans et plus. Et la raison, c'est probablement, bon, il y a beaucoup, il y a des gens qui ont plus d'argent pour acheter certains produits qui ne se fument pas parce que comme, beaucoup de gens ne fument plus, ils ne veulent pas recommencer à fumer, donc ils ont les moyens d'acheter des produits qui ne se fument pas. Mais l'autre raison aussi qu'on se rend compte, et ça fait un peu la boucle avec votre question sur le CBD, c'est qu'il y a beaucoup d'automédication chez les gens âgés pour dormir, pour relaxer, pour s'ouvrir l'appétit, et donc, les premiers produits, j'en souviendrai toujours, ça faisait 3 semaines, je pense que c'était légal au début, les produits. Les tablettes étaient vides. Je veux dire, ils sont tombés en rupture de stock dès le départ parce que pour préparer les gens aux produits qui s'en venaient, ils avaient comme fait découvrir la question du CBD qu'il allait avoir sur l'étiquette. Les gens sont mal lire. Et c'est tout un marché pas un marché, mais une clientèle pour l'automédication qui l'utilise et qui s'est ajoutée à l'autre clientèle qui veut recommencer à consommer du cannabis, mais pas dans sa forme fumée. Et c'est ce qui fait que c'est les 50 ans et plus qui ont causé une hausse, qui ont connu la plus grande hausse de consommation et pas les jeunes. Oui, l'industrie du cannabis a énormément orienté sa production vers le bien-être, tous les produits comme ça. C'est vrai que dans les cannabis stores, maintenant, finalement, la vente de fleurs de cannabis, ça représente finalement… non, pas grand-chose. Pas grand-chose. Hein. Tout le reste est beaucoup plus important que la fleur de cannabis. Oui. Eh bien, nous voilà arrivés au Canada. Lynn l'introduisait déjà. C'est le dernier pays en date à avoir mis en place un système légal pour le cannabis. Alors, comment ça fonctionne là-bas? C'est un peu hybride. Il y a quand même une emprise de l'État, mais avec une délégation à l'industrie. C'est-à-dire que nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme beaucoup de produits, comme pour l'alcool, comme pour le tabac, comme pour… Ce qui est fédéral, c'est les contrôles de la production, qualité, concentration, etc. Je veux dire, étiquetage. Mais ensuite, chaque province ou territoire décide du mode de distribution. Et donc, le gouvernement a déjà passé sa loi, a fait la production, contrôle de qualité. Bon, il y a l'étiquetage canadien, mais ensuite, sur chaque produit, dépendant de la province où il est vendu, il y a un timbre. Pour que la taxe revienne, on a une taxe provinciale, la taxe sur la vente, et on a une taxe fédérale qui est sur la production. Et donc, ce qui fait qu'on a une diversité de modèles au Canada. Il y en a qui ont choisi le modèle étatique, il y en a qui ont choisi le modèle, l'Alberta, par exemple, l'alcool est totalement privé. Donc, ils ont gardé un modèle de licence privée. Il y en a qui avaient des systèmes mixtes de vente d'alcool, succursale d'État et privé en Colombie-Britannique, par exemple. Alors, c'est ce qu'ils ont. Mais on avait déjà ça pour l'alcool, ces différents modèles. Donc, c'est la même chose qui s'est reproduit. Mais ce qui est intéressant, c'est un des éléments
qui a été difficile au départ, qui est en train de se résorber, mais qui est encore difficile. Bon, le gouvernement fédéral voyait qu'il y avait des provinces qui avaient l'intention de se traîner les pattes au premier jour de vente. Alors, il a dit, pas de problème, l'industrie est suffisamment organisée. Si vous n'avez pas un magasin en ligne pour fournir tout consommateur dans votre province, l'industrie va s'en charger. Alors, tout le monde avait son magasin en ligne au premier jour de l'ouverture. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, puis là, c'est en train de se tasser, bien entendu, mais la COVID a un peu faussé bien des cartes. La première chose, c'est que les gens hésitaient. En ligne, il faut payer avec sa carte de crédit. Et les gens n'avaient pas trop envie de payer avec une carte de crédit, puis que ce soit indiqué Société du cannabis du Québec, par exemple. Puis j'ai un employeur, puis je veux traverser aux États-Unis, puis je veux... et ça, c'était une des premières réticences. La deuxième, ça, je dirais que c'est celle qui est le plus corrigée, c'est si je commande le lundi, puis mon cannabis arrive le jeudi, c'est lundi soir ou mardi, à la limite, que je voulais consommer. Alors maintenant, je veux dire, c'est pas compliqué. Ils disent à peu près à chaque heure, ton cannabis est rendu ici, il est rendu ici, il est rendu ici, puis il arrive le lendemain. Là, mais je veux dire, ça c'est. Mais en plus, on a connu une grève des postes en partant. Là, ça a compliqué les choses. Mais cette histoire de carte de crédit fait en sorte qu'on s'est dit, plusieurs attendaient les magasins, les succursales sur le terrain en disant, je vais pouvoir payer comptant. Mais là est arrivée la COVID. Fait que là, on ne pouvait plus payer comptant. Alors ça, c'est venu un peu plus perturber les cartes. Mais également, la plupart des provinces ont demandé, quand tu demandes une licence, tu dois avoir une ville qui a dit cet endroit-là, la ville accepte, puis je veux dire, bon, tu peux présenter il y avait des villes qui ne voulaient pas avoir de magasin de cannabis. Et le gouvernement fédéral avait été assez clair dans la loi. On ne s'en va pas mettre un magasin de cannabis dans le centre industriel en dehors de la ville. Ça doit être accessible par autobus, par auto, Alors, il y a des provinces que ça va plus vite et il y a des provinces que ça va moins vite. Là-dessus, mais comme j'ai dit, la COVID a un peu perturbé l'histoire, mais on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'il y a des magasins qui s'installent sur le terrain, puis qu'on peut à nouveau payer comptant, je veux dire, ça a amené des clientèles. Puis il y en a d'autres qui se sont dit, bon, ben, je n'attendrai pas, et qui ont sûrement à payer en ligne. Mais au début, c'était un grand frein de payer avec une carte de crédit pour son cannabis. Alors, oui, on voit qu'il y a des disparités donc, entre provinces. Il me semble que c'est le Québec le plus restrictif. Il n'y a pas d'autoculture. C'est à partir de 21 ans seulement, alors que dans d'autres provinces, c'est 18 ans, il me semble. C'est ça. Au fédéral, le gouvernement était majoritaire et il avait ça dans sa campagne électorale, la promesse de légaliser le cannabis, ce qui fait que, je veux dire, il y a... Bon, je veux dire, quand tu es majoritaire, je veux dire, il y a des débats, mais ce n'est pas les mêmes. Mais là, ce n'était pas toutes les provinces. Et entre autres, au Québec, pour parler du Québec, le gouvernement libéral avait pris les consignes de base suggérées par le fédéral, mais derrière, la CAQ, la Coalition Avenir Québec, qui est un parti conservateur qui s'était toujours opposé, avait lutté contre, avait dit que c'est une mauvaise idée, ils arrivent au pouvoir. Bien, il fallait que ça a été la première loi, quasiment le jour 1, pour dire, en tout cas, on va amener d'autres restrictions, etc. Puis après, ils n'en ont pas beaucoup vraiment reparlé. Je pense que c'était lié au fait qu'ils s'étaient toujours comme mis là-dessus. Mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que comme il y a différents modèles de distribution adoptés selon les territoires et les provinces, ça va nous permettre d'apprendre sur, bon, ça c'est une bonne idée, ça c'est une moins bonne. Et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant aussi de voir que
le gouvernement fédéral a réussi, un peu comme les fromages, à instituer un système de rappel si l'étiquette ne correspond pas au contenu du produit. Et puis, tu t'en vas sur le site de Santé Canada et tu as les fromages et tu as le cannabis. Bon, puis tu as les rappels. Et donc, on a un système qui fonctionne, moi, je trouve, en termes de santé publique, relativement bien. Là où je trouve qu'on est en retard, mais je trouve encore que le discours en prévention a de la difficulté à sortir de la morale. Comme idéalement, on ne devrait pas consommer, mais si vous êtes pour consommer, il y a encore... bon, j'imagine qu'avec les générations, ça va aller. Pour le marché illégal, on est rendu à près de la moitié qui achète sur le marché illégal. Alors, ça gruge de plus en plus parce que le gouvernement fédéral avait fait un accord avec les provinces et territoires pour 2 ans pour dire que la taxe doit rester très, très basse si on veut être compétitif et laisser le temps à l'industrie de voir quels produits sont les plus populaires et de se créer l'infrastructure pour vendre. Donc, je veux dire, globalement, je trouve que ça va relativement bien. L'industrie a gardé exclusivement les autorisations thérapeutiques. C'est-à-dire que si j'en veux pour des raisons thérapeutiques, je veux dire, je vais à il y a des cliniques de santé et pour le cannabis, il y a des médecins. Puis là, je veux dire, ils disent, tu as besoin de tel produit, ils t'aident avec les formulaires, puis tu commandes aux compagnies, c'est livré chez toi. Tandis que pour le marché en vente libre, parce qu'on essaie, justement, pour ce que je disais tout à l'heure, d'éviter les termes. Vous ne trouverez pas ça d'ailleurs dans la loi fédérale, récréatif et thérapeutique. La raison est simple, c'est que ça n'existe pas, c'est les mêmes produits sur les 2 marchés en très grande partie, d'une part. Et récréatif, les premières enquêtes sont très claires là-dessus, c'est une raison mineure de consommation. Je veux dire les gens, consommer pour faire la fête est vraiment minoritaire dans les raisons pour consommer. C'est pour se détendre, c'est pour relaxer, s'ouvrir l'appétit, dormir. Toutes sortes de raisons. Et ça fausse un peu les choses d'appeler ça récréatif, un peu comme s'il y en avait un qui voulait se médicamenter, qui avait des bonnes raisons d'en prendre, et l'autre que c'était un petit peu immoral. Et pour briser ça, on n'utilise plus ce terme-là. C'est-à-dire, il y a le cannabis sur le marché en vente libre, puis il y en a qui ont une autorisation médicale. Et d'ailleurs, il n'est pas prescrit, le cannabis. Je lis ça souvent. Il est autorisé médicalement parce que pour prescrire, il faut que ce soit un médicament avec un numéro d'approbation qui a passé tous les tests cliniques. Et l'industrie ne tient pas tellement à passer tous les tests cliniques avec ses produits, ce qui coûte assez cher. Alors, donc, c'est pour ça que dans les lois américaines, autant qu'ici, on appelle ça les produits autorisés médicalement et non prescrits. C'est pour ça que j'étais assez surpris de lire dans certaines législations européennes qui commencent à regarder pour les autorisations médicales le mot prescrire. Je veux dire, mais en tout cas, j'ai l'impression que. Mais c'est ça. Fait que l'industrie a gardé tout le contrôle sur le marché d'usagers avec autorisation médicale et le marché en vente libre, chaque province a développé son modèle. Moi, il y a quelque chose qui me frappe à la comparaison des 3 modèles, c'est que souvent parmi les arguments des pro-légalisation, ils présentent les choses comme si le marché noir allait s'évanouir quasi du jour au lendemain. On voit que ce n'est pas le cas, en tout cas. Mais est-ce qu'il y a moyen de l'éradiquer ou bien il y aura toujours une certaine proportion de marché noir et quel est-elle environ? Est-ce que le marché noir reste majoritaire ou est-ce qu'il devient quand même minoritaire? Enfin, quel est l'impact de la légalisation sur ce marché noir? Le vrai impact. À chaque année, ça diminue, on peut le constater. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tu ne changes pas avec une loi les habitudes de consommateurs. Et que c'était des milliers de petits vendeurs qui avaient leur ami, qui vendaient le produit, puis qui venaient le. Je veux dire, il y a des liens d'amitié aussi, des liens de réseau, des liens de. Puis il y a les prix pour. Puis il y a les gens qui n'ont pas l'âge, puis il y a les gens. Bon, Et donc, ça va diminuer, mais à mon avis, c'est un peu. Je pose toujours la question, qui a pris sa première consommation d'alcool à l'âge légal? Bon. Ben, c'est ça. Le marché illégal va te
procurer ça. C'est la même chose pour le cannabis. C'est pas différent. Donc, ça va toujours rester. Et donc, petit à petit, je pense que ça va demander une intégration culturelle. Parce que ce qu'on se rend compte dans les premières enquêtes qui commencent à sortir, c'est que les gens qui vont pour la première fois dans un magasin, tout d'un coup, ils n'étaient jamais allés parce qu'ils avaient leur fournisseur et la variété des produits. Et là, ils disent, ah, wow. Et ça, finalement, peut faire en sorte qu'ils restent sur le marché. Et il y en a qui sont sur le marché légal pour certains. Il y en a beaucoup qui sont sur les deux marchés. Ils sont sur le marché légal pour les produits autres que fumés, puis ils ont leur petit vendeur habituel. Et il arrive, mais ça va prendre des années, il arrive une nouvelle génération qui n'aura pas connu le marché antérieur et qui va commencer à consommer en magasin. Puis ce qu'elle va connaître, c'est les produits du magasin. Puis, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a encore, c'est vrai qu'il y a encore énormément de résistance de la part des consommateurs. Lynn parlait tout à l'heure de l'achat avec la carte bleue, mais même aller se rendre dans des magasins de cannabis, et c'est vrai qu'avoir une traçabilité, par exemple pour des personnes qui travaillent pour le gouvernement fédéral ou des choses comme ça, il y a énormément de réticence à aller de mettre les pieds dans un magasin de cannabis encore aujourd'hui, même si puisque c'est pas légal au niveau fédéral, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose qui est très, très redouté. Donc, je pense que ça viendra, mais ça prend énormément de temps. Parce que même ici, où ce n'est pas illégal au niveau fédéral, je veux dire, tu vas voir quelqu'un en cravate te râler après son travail, arrêter d'acheter de l'alcool parce qu'il a un souper avec des amis. Il va le faire acheter par son fils. Voilà. Je regarde dans les magasins, surtout on pouvait bien les voir avec la COVID, ils faisaient la file d'attente à 1 mètre de distance. Et c'est pas encore monsieur tout le monde, et madame tout le monde. Donc on comprend que tout ça va prendre du temps, mais je pense est-ce qu'on peut d'ores et déjà conclure qu'il n'y a pas photo, la légalisation a des avantages positifs et aussi ça fait disparaître certains désavantages criants de la prohibition. Oui, parce qu'on peut parler, moi je le vois, et puis on voit, même la prévention s'améliore d'année en année. Au début, la prévention, c'était que, même avec la légalisation, il commence à avoir un nouveau discours. Par exemple, j'avais la semaine dernière des foyers pour personnes âgées qui me demandaient de trouver quelqu'un pour venir leur expliquer les différents usages avec le CBD. C'était des foyers de personnes âgées comme conférenciers. Je veux dire, donc, je veux dire, de plus en plus, ils se rendent compte que le petit-neveu, il fume, puis ma tante Thérèse aussi, puis mon beau-frère. Bon, fait que, finalement, je veux dire, il y avait plein de monde qui consommait, mais sans en parler, mais de plus en plus, ils en parlent, puis on se rend compte que ah oui, toi aussi. Je veux dire, mais oui, les gens sont toujours rapides. Oui, c'est pour dormir. C'est-à-dire, mais pour trouver encore des. Mais je pense qu'au fur et à mesure que les gens se reconnaissent, ils font des demandes et ça va changer et le discours de la prévention qui demande d'être amélioré et le caractère plus ouvert. Là, à l'heure actuelle, c'est encore un peu. Tu n'iras pas dire à tes étudiants, par exemple, hier soir, je prenais mon huile de cannabis sur ma salade et puis j'en ai trop mis, je pense. Bon, je veux dire, tu ne diras jamais une affaire comme ça, mais tu vas pouvoir dire, il est venu des amis, puis je me suis couché tard, je pense qu'on aurait dû moins boire. Tu vas dire ça, mais tu n'oseras jamais dire ça sur la question du cannabis. Alors, donc, ce n'est pas encore culturellement intégré, mais au fur et à mesure que les gens se découvrent, et que les succursales terrain vont s'ouvrir, je pense que. Parce que là, on est encore pris avec. Je veux pas un magasin de cannabis à côté de mon magasin de chaussures. Bon. Fait que, mais bon, ça serait illusoire de penser que du jour au lendemain, culturellement, ça va être intégré. Mais c'est plus facile de faire de la prévention, de l'intégration, de parler à discours ouvert dans un marché légal. Oui. Je pense que aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que
tout ce que les anti-légalisations pouvaient imaginer, prévoir, tous les scénarios catastrophes, on a vu absolument aucun d'entre eux. Il y avait par exemple beaucoup de peur sur la montée des accidents de la route, des choses comme ça. Ça n'a pas arrivé. Donc, je pense que voilà, ce qu'on se rend compte, en tout cas, sans avoir exactement les chiffres, savoir exactement qu'est-ce qu'il en est, ce qu'on voit déjà, c'est que ça n'a pas changé, que le ciel ne nous est pas tombé sur la tête et que enfin, voilà, que la situation reste finalement totalement vivable dans un monde où le cannabis est légalisé. Oui, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Puis Mais ce que moi m'a frappé, c'est que tu sais, au bout d'un an que c'était légalisé, les journaux cherchaient des gens, faisaient des entrevues. Maintenant, 2 ans. Non, même pas cette année. C'est même plus le sujet. Ouais. Alors, non, ça se fait tranquillement et bon, je dirais, au début, j'ai toujours la question, puis j'imagine que Anne l'a aussi pour les États-Unis. Ah, il y a encore du marché illégal. Oui, mais il y en a pour l'alcool aussi, il y en a pour le tabac, il y en a pour. Je veux dire, Ouais. Tout ça prend du temps, effectivement. Ce qui va très vite, par contre, c'est la chute des dominos. Le domino a traversé l'Atlantique, puisque maintenant, en Europe, on commence à s'y mettre aussi. Le Luxembourg avait annoncé une légalisation. Bon, finalement, ça a l'air d'être plutôt maigre, en tout cas pour l'instant. Par contre, l'Allemagne, on en parlait assez peu il y a 6 mois, 1 an, et là, tout à coup, ça semble aller très vite. C'est aussi un modèle qui, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, va s'inspirer du modèle canadien. Mais parmi tous ces modèles, et ce sera un peu la question de conclusion, j'aimerais quand même vous demander si vous étiez aux manettes, l'une et l'autre, quel serait le système idéal il n'existe sans doute pas, mais le meilleur ou le moins mauvais que vous installeriez pour le cannabis, et est-ce qu'il ressemble à un système existant? si je peux te dire, je vais avoir l'air chauvin au bout, mais je veux dire, moi, je pense que le système canadien, le, le, le fait que Santé Canada ait présenté plein de réticences et ait dit non, tu vas donner aux gens la même qualité de produit que. Et moi, j'ai toujours cru que euh, de la même façon que quand tu achètes un produit, il y a une date de péremption, tu connais la quantité qu'il y a dedans, tu connais d'où il vient, quand tu achètes un vin, tu sais quel pourcentage d'alcool. J'ai toujours cru que c'était la fonction du gouvernement de mettre des produits sécuritaires dans notre environnement. Puis ensuite, moi, je fais mes choix selon, je veux dire, ce que je juge. Et la question que je n'ai pas résolue, c'est-à-dire qu'il s'il y a 2 niveaux à votre question, la partie que je n'ai pas résolue, moi, je trouve que d'abord, on a bien réussi. Il y a certainement des améliorations à faire au fur de la recherche. On se peaufine, mais de dire il faut faire encore de la recherche, et les femmes enceintes, et les ci, et ça, et ça veut dire qu'est-ce que ça fait. Donc, on a investi dans la recherche et on continue à s'améliorer, mais je trouve qu'on est parti du bon pied parce que je juge que c'est au gouvernement d'assurer la qualité, concentration, l'information sur les produits. Là où j'ai tout le temps de la difficulté à répondre et peut-être que je vais envoyer la patate chaude à nous, les clubs de cannabis, ça ne s'est même pas discuté nulle part, je veux dire, parce que justement, il y avait ces contrôles de qualité, de concentration et que les études montraient qu'en Uruguay et ailleurs, les clubs de cannabis, ce n'est pas nécessairement la qualité qui prédomine tout le temps, particulièrement pour les personnes qui ont des autorisations médicales. Mais ça a comme éliminé les petits du marché, tous ces contrôles. Qu'est-ce que tu en penses, Anne, qu'on devrait faire? Ça, c'est méchant, hein? Alors, moi, je suis d'accord sur le Canada. Bon, je trouve que déjà, le côté laboratoire, c'est génial, notamment pour l'ouverture au marché d'un produit comme le cannabis. Et ensuite, c'est vrai qu'il n'y a pas... Enfin, moi, je n'ai pas un modèle où je me dis, c'est vrai que celui-là, il me plaît, mais ce qui me semble le plus intéressant, c'est
C'est un modèle où l'industrie n'arrive pas directement à faire sa loi dès le début et à se poser comme un lobby, en fait, et avec toutes les conséquences qu'on peut connaître, on a pu voir déjà avec le tabac. Et c'est vrai que donc les cannabis clubs, je trouve que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant pour répondre à ça, parce que c'est quand même un produit voilà, je pense il est nécessaire d'apprendre un petit peu ce nouveau marché et d'essayer de voir aussi quels sont les différents modes de distribution qui peuvent exister. Et pas forcément directement l'appliquer aux règles du marché traditionnel, quoi. Donc, voilà, il n'y a pas un modèle qui m'intéresse plus que l'autre ou dont je me sens plus ou moins proche, mais plutôt voilà, une sensibilité au fait que peut-être on peut apprendre à réguler un produit par d'autres logiques marchandes, en fait. Et ce que je trouve aussi important, excusez, Olivier, mais ce que je trouve aussi important au Canada, et ça, je trouve que c'est un élément, c'est le fait de laisser la distribution décider par les régions le modèle qu'ils veulent selon culturellement ou toutes sortes de caractéristiques de cette région-là. Moi, je trouve que l'État central n'a pas à gérer la chaîne du début à la fin. Je veux dire, l'État central doit s'assurer de la qualité de la concentration et des contrôles de la production. Mais je veux dire, je trouve ça important de respecter les régions et de leur laisser un espace de nous. Bon, un coup que le produit est de qualité, un coup qu'il est contrôlé, un coup qu'on peut le tracer. Quels sont, nous autres, les paramètres qu'on se donne comme mode de consommation? Comme par exemple, l'Ontario va probablement permettre des espèces de café cannabis. Il n'y a rien qui l'empêche. Ça relève des provinces. Et moi, je dirais que c'est là, en tout cas, un élément auquel je tiendrais, qu'on régionalise un certain niveau de décision pour respecter ce que les régions veulent comme modèle. Eh bien, merci beaucoup. On voit qu'il y a encore du chemin à faire, des réflexions à mener, etc. Mais c'est ce qui est intéressant aussi. En tout cas, merci mille fois de nous avoir éclairés de vos lumières vraiment éclairantes, je dois le dire. J'ai appris pas mal de choses. Donc, un grand merci à l'une et à l'autre, Lynn et Anne. Et voilà, merci beaucoup. Et on retrouve ce webinaire sur le site modèleasuivre.org. Merci. Merci. Merci.